Attendez. Vous m'entendez? Oui, sûr. Bien. Alors, je vais vous parler de 3 écrivains plus forts. Ben, tu peux le tenir en main. Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, je vais vous parler de 3 écrivains, Pascal Quignard, Marcel Proust et Samuel Beckett. Et le thème sera le seuil. Donc, en espagnol, c'est El Umbral, et en italien, c'est la soglia. Et il va y avoir 3 étapes. Et je vous donne les 3 étapes parce que parfois c'est difficile de suivre. La première étape, c'est donc le roi Rachor, Re de los Frisones, donc ça c'est donc en italien. Et le moment important, c'est justement là où on lit El Rey Rachor retiró de la alberca bautismal el pie que ya había introducido. Et pour continuer avec le deuxième auteur, ok, c'est mieux. Et donc la deuxième étape, c'est Marcel Proust, c'est le bautismo metaforico. Et la troisième étape, c'est donc la fin de Godot, de Beckett, où il s'agit donc de savoir, se trata de un momento de absoluta paralysis. Et je vais vous faire les mêmes remarques pour l'italien. Donc, au départ, il s'agit donc de Rachor, Re dei Frisoni. Et le moment important, c'est il Re Rachor tolse dalla vasca il piede che ci aveva messo. Après, c'est Battesimo metaforico de Proust. Et après, donc, à la fin, ce sera donc le moment, en entendant Godot, si tratta di un momento di stasi assoluta. Alors, Pascal Quignard privilégie la géographie de la quête, mais il s'agit d'une géographie symbolique. Il cherche à présenter le seuil qui sépare l'infance, celui qui ne parle pas, du monde habité par le langage. Il faut imaginer cette scène liminaire. C'est la mission de l'écrivain. Je cite Pascal Quignard, « Celui qui écrit doit voir les scènes soudain, sans écran, sans théorie, sans préméditation, mais surtout sans langage. Une traduction de l'acte de pensée avant le langage. » Fin de citation. C'est le propre de l'œuvre de Quignard. On pense avant la parole. On pense avec le corps. Et je recite Pascal Quignard. Penser n'est pas une fonction de l'esprit, c'est un sens du corps. Fin de citation. Dans son imagination, il accorde une grande importance à la rivière que l'on franchit, à la rive qui conduit dans un autre monde. Au début du 9e tome paru du Dernier Royaume, Mourir de penser, Quignard a imaginé cette scène du seuil qui symbolise le refus de l'autre monde qui est proposé. L'eau dans laquelle le personnage en question est censé s'immerger pour atteindre l'autre rive est celle d'une cuve baptismale. Voici l'incipit de cet ouvrage, donc Mourir de penser. Et je cite, « L'année 699, les Frisons consentirent à se convertir au christianisme. Au mois de mars 700, le premier jour de l'année, le premier d'entre eux, Rachor, roi des Frisons, devant l'ensemble de ses tribus, se prépara à recevoir le baptême. Déjà, il était tout nu. Il avait mis un pied dans l'eau qui était sainte. Il demanda avec inquiétude au prêtre qui s'apprêtait à l'ondoyer, « Mais où sont les miens ?» Pas de réponse. Fin de citation. On entre dans ce drame in medias res. Le lecteur découvre un tableau figé,
Le prêtre, ayant déjà levé la main pour verser l'eau bénite sur la tête du converti, s'impatiente. Il attend que le roi avance l'autre pied dans les fonds baptismaux. Le roi, pris de stupeur, répète sa question. « Mais où sont les miens ?» Pas de réponse. Silence. Et dans ce silence, il comprend soudain que ses ancêtres, morts tous païens, sont maintenant en enfer. Alors que lui, en avançant son autre pied et descendant la cuve, aura la clé pour entrer au paradis. Voici la suite de cette scène momentanément figée, telle qu'elle est décrite par Quignard. Je cite. « Quand il apprit que tous les rois qui l'avaient précédé et que la plupart des membres de sa parenté se trouvaient en enfer, le roi Racha retirait de la cuve le pied qu'il y avait glissé. Il s'éloigna du prêtre, des moines, de la piscine baptismale. Il alla trouver ses chevaliers qui se tenaient au premier rang de l'assemblée. Il leur dit tout bas, et je cite, « C'est chose plus sainte de suivre le plus grand nombre que le plus petit, et il quitta l'église sans se retourner. » Fin de citation. Nous avons assisté alors à une véritable dramaturgie. Pour ce tableau tournant autour d'un seuil et captant un moment décisif dans l'écoulement du temps, l'écrivain nous tient en haleine. Nous sommes comme figés, guettant le mouvement d'un pied dont l'histoire revient, est puisée dans la légende dorée. Et je cite en latin, « Et iam unum pedem in lavacro alterum retragens ». C'est le moment déterminant, le mouvement définissant, et Pascal Quignard répète cette scène, et déjà le roi Racha avait mis un pied dans les fonds, retenant l'autre, le rétractant. Fin de citation. Pour Quignard, le fait de rétracter le pied équivaut à un acte de pensée. Le choix du roi est exemplaire et décisif, car le roi va se retrouver mort 3 jours plus tard, à cause d'un pied qui se rétracte. Cette scène luminaire éclaire la signification de la phrase de l'écrivain citée tout à l'heure et qui devient comme le leitmotiv de son œuvre, et je recite, « Penser n'est pas une fonction de l'esprit, c'est un sens du corps. » Fin de citation. Un critique, Dominique Rabaté, affirme que le projet de Quignard est, et je cite, « aux antipodes de celui de Proust ». Fin de citation. Il considère Quignard comme un Proust, je recite, « sans l'euphorie de croire que la littérature sauve la vie ». Fin de citation. À partir de la scène que l'on vient d'examiner, on pourrait ajouter que Quignard est un Proust sans baptême, sans résurrection. En fait, c'est un anti-Proust. L'antinomie entre les deux écrivains est révélée par la scène qui constitue l'apothéose de la recherche. Il s'agit également d'un tableau mis en exergue par Proust et qui prouve, comme l'affirme Quignard, le lien entre la pensée et le corps. Mais l'issue en serait très différente. On sait que Proust, déjà en 1914, juste après la publication du premier tome de la recherche, affirme que sa pensée va être différée à travers le récit et ne sera révélée qu'à la fin, dans le temps retrouvé. Or, la pensée proustienne, qualifiée souvent d'esthétique ou de philosophique, implique un lien essentiel entre le corps et l'esprit. Cette pensée est révélée dans une scène qui a lieu sur un seuil. Marcel, se précipitant vers une matinée musicale où il est en retard, trébuche sur des pavés inégaux. Il s'arrête soudain, voulant approfondir l'impression qu'il ressent. Dans l'ébauche de cette scène, Proust parle d'une sensation du pied qui provoque une illumination et une résurrection. Or, le héros, en reproduisant machinalement le pas sur le pavé irrégulier pour retrouver l'impression provoquée par la sensation du pied, se voit alors transporté dans le temps et dans l'espace sur un autre seuil, celui du baptistère de Saint-Marc, à Venise. Le tableau qui surgit et qui capte l'essence du seuil parisien est celui qui représente un baptême. Baptême métaphorique, certes,
Mais c'est justement son statut métaphorique qui atteste de son importance, car la métaphore est au cœur de la pensée proustienne, c'est la métaphore qui livre le réel. Le corps a opéré un transport, créant une extase qui donne au héros accès à la vraie vie, au réel retrouvé, au paradis perdu. Le baptême ainsi effectué ressuscite l'autre moi, qui, selon Proust, est le véritable auteur d'un livre. Cet autre moi, grâce à cette résurrection, va s'atteler à la rédaction de son œuvre à faire. Tout cela grâce à un pied qui ne se rétracte pas, mais qui esquisse un mouvement positif en avant. Le héros ne regarde pas en arrière, vers tout ce qu'il laisse dans l'ombre, il franchit le seuil. La chair devient verbe. En glissant son pied sur le sol devant l'autel des Guermantes, le héros reçoit la céleste nourriture qui lui donne accès à l'essence des choses. Ce sont des citations, bien sûr, de Proust. Samuel Beckett définit dans Les Deux Besoins l'artiste comme celui qui tourne autour d'un foyer de façon quasi obsessionnelle, un lieu qui montre, je cite, ce qu'un chacun est. Fin de citation. Ce chacun est ambigu, voire ambivalent. S'agit-il du même lieu pour tout un chacun? S'agit-il de la trace du perdu ou du jadis, comme dans les écrits de Quignard? Dans son essai sur Proust, donc en 1931, Beckett compare la recherche à un acte sacré et son apothéose, le moment où Marcel glisse sur les pavés, à une expérience mystique. Lorsqu'il lit l'évocation de la céleste nourriture qui révèle à Marcel le réel retrouvé et l'essence des choses grâce à un acte de digestion spirituelle, l'annotation de Beckett dans son exemplaire personnel du roman ne laisse aucune ambiguïté quant à son interprétation de cette nourriture. Il écrit dans la marge de son livre le mot unique « hostie ». Dans l'article cité plus haut et rédigé en 1938, quand il parle de ce centre autour duquel l'artiste tourne sans jamais pouvoir l'atteindre entièrement, ni l'exprimer par un langage adéquat, Beckett hasarde une définition de ce lieu mystérieux. Il s'agit d'un lubricum et periculorum locus. Lubricum, un lieu glissant. Cela décrit bien le seuil devant l'autel des Guermantes où Marcel éprouve la sensation du pied, mais ce seuil est désigné aussi comme un periculorum locus, un lieu de danger. Si les pavés inégaux de la cour de Guermantes présentent évidemment un danger pratique, qu'en est-il des dalles du baptistère? L'apothéose que Proust présente comme une entrée dans la vraie vie peut-elle également être pavée de périls? Qu'en est-il au juste de la résurrection du moi profond? En attendant Godot, le seuil beckettien est morcelé, déplacé, dissous en fragments, mais il est omniprésent, car il s'agit dans cette pièce d'un tableau crypté. Seule l'analyse de la fabrique du texte peut reconstituer l'image qui sous-tend l'intrigue. Il y a une histoire de pied qui est liée au seuil, et que l'on trouvera en suspens entre le commencement et la fin du texte, ainsi que dans sa profondeur. Une histoire subtile, peu visible pour le spectateur. Elle commence au lever du rideau. Voilà la situation liminaire. Donc il y a deux personnages, Estragon et Vladimir, et Estragon va chercher à enlever sa chaussure. Je cite, « Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains en hannant. Il s'arrête à bout de force, se repose en haletant, recommence, même jeu. » Fin de citation. La première réplique de la pièce est prononcée par Estragon lorsqu'il renonce à son activité et dit « rien à faire ». Ce rien résonne encore une fois au moment où, je cite, « Estragon, au prix d'un suprême effort, parvient à enlever sa chaussure. Il regarde dedans, il promène sa main, la retourne, la secoue, cherche par terre s'il n'est pas tombé quelque chose, ne trouve rien. » Fin de citation. Vladimir, curieux de connaître le résultat de tous ces agissements, l'interroge.
Alors, Estrogan, rien, Vladimir dit. Fais voir, Estrogan, il n'y a rien à voir. Fin de citation. Dans mon Beckett et Descartes dans l'œuf, j'ai assimilé cette scène à la réécriture d'un passage de la recherche. Celui dans lequel le héros s'abaisse pour défaire ses bottines et en faisant ce geste, ressuscite un instant sa grand-mère. La scène décrite par Proust comme faisant partie des intermittences du cœur avait fasciné Beckett, car il la cite presque in extenso dans son essai sur le roman en lui accordant une grande attention. Or, la bottine que le héros enlève lui donne accès à un registre surnaturel. Je cite Proust, « À peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une puissance inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. » Fin de citation. En revanche, après l'acharnement d'Estragon sur sa botte à lui, ce dernier, parvenant à l'enlever, curieux, regarde dedans et ne découvre rien. Il n'y a rien à voir. Aucune puissance divine, aucun sanglot, aucune larme. Ce rapprochement pourrait paraître tout à fait arbitraire si on ne savait pas que Beckett avait les résurrections proustiennes à l'esprit lors de la rédaction de certains ouvrages où la réécriture est bien plus explicite, et notamment dans le texte un texte écrit en anglais, Dream of Fair to Middling Women. Le héros de Dream, Belacqua, une figure de seuil tirée de la divine comédie de Dante, qui reste immobile entre l'inferno et le paradiso, entre la damnation et le salut, est frustré lorsqu'il fait le même mouvement que le héros de Proust sans que l'illumination préconise se produise. Autrement dit, Beckett prend un personnage de Dante, Belacqua, il en crée un personnage et il fait faire à Belacqua le même geste ou le même mouvement que le héros de Proust, donc l'intertextualité par excellence. Donc son personnage Belacqua fait le mouvement de Proust, ou du héros de Proust, et puis comme le texte est écrit en anglais, je cite en anglais, « I tottered on purpose for radiant Venice to solve my life ». Fin de citation. On pourrait traduire cette phrase ainsi. J'ai titubé exprès pour que la rayonnante Venise vienne résoudre l'énigme de ma vie. Cela veut dire effectivement que c'est le moment dans la recherche où Proust découvre, le héros de Proust découvre le réel retrouvé, le paradis perdu. C'est le moment où il glisse sur les pavés. Belacqua cherche à glisser sur les pavés et comme pour la chaussure d'Estragon, rien ne se passe. Silence. Rien. Rien ne se passe. Venise ne ressuscite pas. Il n'y aura pas de baptême symbolique, pas de vocation, pas de réel retrouvé. À l'encontre de celle du héros de la recherche, l'énigme de la vie de Belacqua ne sera pas résolue. Il est impuissant à provoquer la vision de la vraie vie qui avait été déclenchée par la sensation du pied de Marcel. L'expérience mystique n'a pas eu lieu. Si Beckett, en écrivant, a toujours à l'esprit la situation liminale proustienne, certes avec une certaine ironie, il s'agit d'un seuil que l'on ne parvient pas à franchir. En effet, ce seuil restera longtemps l'une de ses obsessions, se situant dans ce foyer autour duquel il tourne. Nous en avons la preuve dans une lettre restée longtemps inédite et récemment parue dans le 3e tome de la correspondance de l'écrivain. Il se réfère en 1960 à ce seuil impossible. Donc il en parle déjà dans les années 30, comme je vous l'ai montré, et maintenant en 1960, en écrivant, il dit ce seuil m'obsède. Il n'arrive toujours pas à concilier les deux aspects de la vision proustienne. D'un côté, le réel de la condition humaine, et de l'autre, le réel idéal de l'artiste. Fin de citation. Et pourtant, et étonnamment, Beckett déclare que cette distinction demeure encore valable pour lui
20 ans après son essai sur la recherche. Revenons à Godot et écoutons comment le texte tisse une autre histoire autour de la chaussure d'Estragon. On peut parler alors d'une autre scène. L'aspect visuel est gommé. La scène se déroule dans la complexité du texte, dans les plis que ce dernier crée, dans un mélange subtil entre les paroles et les agissements scéniques. On retrouve le pied du roi Frison de Quignard et celui de Marcel qui est arrêté, suspendu un instant dans son mouvement sur un seuil. Mais le seuil est décrit par Beckett non seulement comme glissant, mais également comme un lieu de danger, de péril, locus periculorum. Comment? Pourquoi? Suivons l'enchaînement du passage dans lequel Estragon confirme le rien. Rien à voir, rien à faire. Vladimir détourne immédiatement la situation de façon bizarre, comme s'il prétendait analyser son enjeu. D'abord, il en fait une scène de culpabilité qui n'a rien à voir avec le contexte initial représenté dans l'action de la pièce. Ensuite, il dénude, si j'ose dire, la source de cette prétendue faute. Je cite, Vladimir dit, « Voilà l'homme tout entier s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. » Fin de citation. Il ajoute un aspect d'étrangeté à l'intrigue. Il commente leur situation en disant, je cite, « Ça devient inquiétant. » Fin de citation. Et puis, sautant du coq à l'âne, il annonce un nouveau thème qui, en apparence, n'a rien à voir avec le pied d'Estragon. Je cite, « Un des larrons fut sauvé, c'est un pourcentage honnête. » Fin de citation. Un nombre de quiproquos suivent jusqu'au moment où Vladimir demande à Estragon « Comment va ton pied ?» Et comme il mettait les deux situations sur le même plan, le pied dénudé d'Estragon et le récit biblique, Vladimir se met à raconter son histoire pour faire passer le temps. Et je cite, « C'étaient deux voleurs, crucifiés en même temps que le Sauveur. » Et Vladimir dit, « Deux voleurs, on dit que l'un fut sauvé et l'autre, il cherche le contraire de sauver, il trouve damné. » Fin de citation. Pour conclure, j'aimerais montrer que l'incipit de la pièce, donc le moment où Estragon s'acharne sur sa chaussure, est reflété dans son dernier tableau, donc, correspondance entre le début et la fin. Les deux seuils, celui où il n'y a rien à voir et celui où il n'y a rien à faire, se confondent. Une paralysie totale. Vladimir dit « Alors on y va », c'est la fin de la pièce, et Estragon réplique « Allons-y ». Mais la didascalie contredit la parole, elle empêche toute action. Le mouvement souhaité et exprimé par la parole est rendu impossible. La didascalie est sans recours. Je cite, « Il ne bouge pas ». Fin de citation. Il s'agit d'un moment d'absolue paralysie. Répondant à une question concernant la conception de sa pièce, Beckett affirma que sa forme, il parlait en anglais « its shape », était celle d'une phrase latine trouvée chez Saint-Augustin. Et il cite cette phrase pour la personne qui l'interviewe. « Ne désespère pas, l'un des larrons fut sauvé, ne présume pas, l'un des larrons fut damné. » Fin de citation. Cette phrase dont Beckett prétendait admirer la symétrie n'existe pas telle qu'elle chez Augustin. Mais plus curieuse encore, c'est la réponse que Beckett donna lorsqu'on lui demanda de préciser les systèmes philosophiques qui l'avaient influencé. Il répondit qu'il ne s'intéressait pas au système philosophique, mais simplement à la forme de la pensée, the shape of thought. Et il donne, encore une fois, il donne comme modèle de cette forme de la pensée, de la philosophie, la même phrase prétendument de Saint-Augustin qui avait présidé à la création de Godot. En d'autres termes, la forme de cette pièce, pour Beckett, coïncide avec celle qu'il associe à l'acte de penser. Pour résumer, nous avons vu trois situations différentes, chacune tournant autour d'un seuil. Les trois écrivains ne pensent pas de la même manière, mais ils pensent à partir du même lieu. Ils pensent à partir d'un seuil que l'on franchit
ou que l'on ne franchit pas. Ce sont des histoires de pieds, d'un pied qui fait un pas en avant ou en arrière, ou qui ne parvient pas à se faire. Dans Mourir de penser de Quignard, nous avons vu un roi qui prend peur au moment d'avancer un pied dans les fonds baptismaux. Le pied se rétracte, il refuse l'entrée dans le monde paradisiaque qui lui est proposé. Dans le temps retrouvé, Marcel, grâce à une sensation du pied, ressent la présence d'une promesse liée à l'énigme du bonheur. En avançant son pied successivement sur le même pavé, il reçoit un baptême symbolique lui permettant de retrouver le paradis perdu et pénétrer dans la vraie vie. Mais dans Godot, le seuil interdit le mouvement. On n'avance pas, on ne recule pas. Et il s'agit néanmoins, encore une fois, d'une histoire de pieds, nus ou chaussés. En effet, dans ses notes de régie pour la mise en scène de Godot, Beckett précisa que la chaussure qu'Estragon s'acharne à enlever doit toujours être celle de gauche, comme il est dit, pour appuyer le lien insoupçonné par le spectateur avec le mauvais larron. Le roi Rachar fait un pied en arrière, Marcel un pas en avant, mais Estragon et Vladimir, même si l'un croit à la promesse du salut et l'autre la refuse, un peu comme le roi Rachar qui préfère rester avec les siens, ses ancêtres, en rejetant la conversion en extrémisme, eux ne bougent pas, ils ne peuvent pas, leurs pieds sont cloués, ils sont cloués sur place, sur un infranchissable seuil. Je vous remercie. Donner un prix spécial à Yann Bizu parce qu'il est le seul jusqu'à présent à avoir respecté les temps. Il faut dire qu'il vient de Suisse, c'est normal.